Chers élèves, chers invités, la conférence 4 voix, 4 sciences, 4 intelligences va débuter dans un instant. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les histoires et les découvertes de 4 femmes scientifiques. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez parler votre curiosité, car c'est elle qui guidera notre demi-heure ensemble. Ce que nous allons explorer cet après-midi est minuscule et fascinant. Ça peut changer votre regard sur la vie, notre regard sur la vie. En parlant de la vie, comment se forme-t-elle? Comment prend-elle forme? C'est une question qui me passionne depuis mon plus jeune âge. Depuis mes premiers pas dans les sciences, je suis fascinée par la plus petite unité du vivant, que l'on appelle aussi la cellule. Regardez cette personne qui se situe à côté de vous. Elle est composée de milliards de cellules, n'est-ce pas fascinant? Lorsque j'étais à votre place, au lycée, ma matière préférée était l'SVT. J'avais de bonnes notes et j'ai tout naturellement poursuivi un parcours scientifique, un baccalauréat scientifique spécialisé en sciences de la vie et de la Terre. Une fois mon bac en poche, je ne savais pas quoi faire. Pour être honnête avec vous, j'avais très peu de mentors, très peu de guides, beaucoup de doutes pour la suite, mais une curiosité immense. Une curiosité pour l'infiniment petit, le minuscule vivant. J'ai donc débuté un parcours scientifique par une licence en biologie à l'université Paris-Est Créteil. Au cours de cette licence, j'ai beaucoup voyagé, j'ai appris ailleurs et j'ai réalisé que la science peut se vivre aussi au-delà des murs d'une salle de classe. Elle peut se vivre dans des laboratoires. Après la licence en biologie est venu le master en biologie à l'université Paris-Saclay, spécialisant en biologie du développement. La biologie du développement, qu'est-ce que c'est? C'est justement comprendre comment la vie se forme depuis la formation des gamètes, que l'on connaît comme spermatozoïdes et ovules, en passant par la fécondation, puis à l'apparition de formes dans l'œuf, comme ceci, pour former les organes que l'on possède, vous et moi. Après ce parcours en biologie, je suis arrivée ici à l'école polytechnique, une école prestigieuse composée de 23 laboratoires de recherche. Parmi ces laboratoires, il y a le laboratoire d'optique et de biosciences, un laboratoire qui tente de comprendre, qui étudie le vivant au travers d'outils de pointe comme des microscopes très avancés. C'est dans ce laboratoire que j'ai obtenu une thèse, que je suis devenue docteur en biologie. Être docteur, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas uniquement soigner des gens, c'est comprendre, c'est faire des recherches sur une thématique bien précise, c'est faire des expériences et tenter de répondre à des questions en lien avec cette thématique. À l'issue, on écrit un manuscrit d'une centaine de pages et on défend et on présente les résultats obtenus devant un jury d'experts qui, à son tour, nous considère comme experts. Au cours de ma thèse, j'ai observé des embryons, et pas n'importe quels embryons, pas d'humains ni de souris, mais des embryons de poissons zèbres. Vous devez probablement savoir ce que c'est que cet organisme que l'on appelle le poisson zèbre. C'est en fait un petit poisson qui vit naturellement dans des eaux douces, dans des rizières asiatiques, et qui est très pratique pour les scientifiques, notamment car ces embryons sont transparents. Et c'est cette transparence qui permet d'observer directement les cellules embryonnaires ainsi que leurs mouvements. Au cours de ma thèse, j'ai observé un événement spectaculaire, un phénomène spectaculaire dans ces embryons de poissons zèbres, que l'on appelle la migration cellulaire collective. Ce phénomène apparaît lorsque les cellules migrent ensemble, de manière groupée, de manière active et bien dirigée d'un point A à un point B. C'est un phénomène très important lors du développement embryonnaire et qui permet de passer d'une boule, d'un amas de cellules, à un organisme bien fonctionnel et structuré comme moi. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous impressionner, ni pour vous perdre, c'est pour vous montrer que derrière chaque organisme, chaque être vivant, chaque individu, se cachent des milliers d'actions minuscules, fascinantes et intelligentes. Ce qui m'a aidée durant mon parcours, ce n'a pas seulement été d'avoir de bonnes notes, ni même la rigueur scientifique, mais ça a été d'avoir, je dirais, une sorte de curiosité créative. Comprendre, chercher, emprunter des chemins inattendus. C'est cette curiosité créative qui m'a emmenée, qui m'a menée du lycée au laboratoire de recherche et qui me pousse aujourd'hui à partager la science avec vous. Aujourd'hui, j'ai délaissé ma blouse blanche pour devenir communicante scientifique, partager la science afin que vous puissiez vous-même vous émerveiller. Vous allez maintenant découvrir 3 autres filles, 3 autres femmes scientifiques, avec des parcours bien différents,
Alors êtes-vous prêts à plonger dans ces sciences et à découvrir celles qui la composent? Écoutons leurs histoires. Alors, la première fois où je me suis dit « Ah oui, plus tard, je vais faire des sciences », je me souviens, j'étais à l'école en CM2 et on apprenait la digestion sur un schéma d'anatomie un peu comme celui-là. Et là, je me suis dit « Quand même, il y a quelque chose de bizarre. » Non, je sais pas, il y a rien qui vous choque quand vous regardez ça? En fait, quand on y pense, comment est-ce qu'on a réussi à former nos bras? En fait, on sait qu'au départ, on est une sorte de petite boule, et après, il faut arriver à faire comme ça un membre tout allongé, qui n'est pas dans les mêmes axes. Et puis, si vous regardez un peu en détail, regardez, c'est quand même plutôt bien symétrique, bien fait, donc ça veut dire que c'est un processus qui est assez contrôlé. Donc je me suis dit, oui, plus tard, j'aimerais bien savoir répondre à ce genre de questions. Donc ensuite, je suis allée au collège, et j'ai beaucoup aimé les sciences, j'aimais bien la rigueur des mathématiques, mais la matière où vraiment j'avais envie d'aller plus loin, où je voulais savoir ce qu'il y avait vraiment derrière ce qu'on voyait, c'était la biologie. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de devenir botaniste. Donc botaniste, c'est une personne qui récolte des plantes, les décrit et les classifie. Et donc ce projet en tête, je suis allée au lycée et là j'ai traversé une période que peut-être certains d'entre vous connaissent maintenant, qui est un peu la période du doute. Donc qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce que j'ai envie de faire du droit? Est-ce que j'ai envie de faire de la médecine? Puis je me suis dit, restons fidèles au plan, je vais faire des études de biologie. Donc je me suis lancée dans une classe préparatoire BCPST. Donc BCPST, c'est pour biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, et c'est pas dit dans le nom, mais on fait aussi des maths. Donc gros programme. Mais pour moi, ça a été surtout la découverte de tous les sous-champs qui composent la biologie, de ce qu'on appelle la biologie moléculaire, c'est-à-dire aller presque au détail des interactions entre atomes pour expliquer comment se passe telle réaction enzymatique, à des échelles très intégrées de, par exemple, l'écologie ou l'évolution des individus. Et alors, vous vous en doutez, moi, l'échelle qui m'a intéressée le plus, c'est celle des organismes, la biologie du développement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire nos membres? Comment est-ce qu'on a différents tissus? Par exemple, vous savez bien que vos os sont faits de manière assez spécialisée, assez différente d'autres tissus, comme par exemple votre rein. Et donc, je me suis dit, voilà, plus tard, je voudrais faire de la recherche en biologie de développement. Donc, à l'issue de ma classe préparatoire, j'ai eu la chance d'entrer à l'école normale supérieure, ce qui m'a permis d'affiner un peu mon projet de recherche. Et donc là, je me suis dit, je vais prendre les éléments qui me plaisent. Donc, les plantes, la biologie de développement, et là j'ai découvert ce qu'on appelle un petit peu pompeusement l'interdisciplinarité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans des disciplines qui sont habituellement cloisonnées, on va prendre des petits éléments qu'on va remettre en regard, et ces différents regards vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux les objets qu'on étudie. Et donc je me suis dit, je vais faire de la physique, de la mécanique appliquée au développement des plantes. Et pour ce faire, quoi de mieux que le laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique, où j'ai commencé une thèse. Donc pour ceux ou celles qui ne savent pas, l'hydrodynamique, c'est l'étude des flux. Donc ça peut être par exemple des flux d'air qui rencontrent des objets comme par exemple une éolienne, ou alors des minuscules flux d'eau. Et pour étudier ces flux d'eau, on peut utiliser une puce microfluidique que vous voyez là. Donc il y a un outil qui sert à répondre à des questions fondamentales en physique, mais qui peut avoir aussi des visées un peu plus d'application. On peut mettre des cellules dedans, ou si on aime ça, des plantes. Et moi, la plante que je mets dedans, elle s'appelle Marcantia, vous la voyez là. Donc regardez un petit peu comme elle est belle. Et là, vous êtes peut-être un petit peu sceptique, parce que je vous ai dit, oui, je vais faire des plantes, de la mécanique, mais vous voyez peut-être pas forcément le lien. Alors, laissez-moi essayer de vous convaincre. Moi, la façon dont je vois une cellule de plante, c'est qu'il y a un peu tout ce qu'il y a d'habitude dans les cellules, le noyau, la membrane, etc. Mais autour, il y a ce qu'on appelle une paroi, donc c'est-à-dire une sorte d'enveloppe composée de longues molécules entrelacées les unes dans les autres. Et cet entrelacement leur donne de la rigidité. Et donc une plante, pour grandir, elle a besoin d'étendre ces molécules, d'étendre cette paroi. Et comme c'est rigide, il faut appliquer beaucoup de force. Donc c'est un petit peu comme ce ballon que je gonfle en mettant de la pression. Alors, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'une plante grandit. Mais là où l'analogie s'arrête, c'est qu'avec mon ballon, si je vais un peu trop loin, eh bien, ça finit par exploser. Alors, vous savez bien que de manière générale, les cellules de plantes, ça explose pas. Et pourquoi est-ce que ça explose pas? Parce que c'est pas de la matière inerte comme ça, c'est de la matière vivante. Donc, il y a des nouvelles molécules qui composent cette paroi qui vont être intégrées. Et il y a même des petits détecteurs qui vont essayer de donner des informations de « Ah oui, à tel endroit, la plante, il y a un petit peu des fragilités, etc. » Et donc, c'est ce sur quoi j'ai travaillé pendant mes 3 ans de thèse, où j'ai fait beaucoup de travail expérimental. Mais là, j'arrive au bout de ces 3 ans qui me sont alloués, et donc il faut que j'écrive le manuscrit de thèse de plusieurs centaines de pages dont a parlé Amélie. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, je carbure pas mal au café.
Moi, boire du café, c'est mon quotidien. Je m'appelle Juliette, je suis en thèse de physique au laboratoire Le Prince Ringuet de l'École Polytechnique. Je me souviens assez précisément du moment où j'ai décidé que je voulais faire des sciences. J'étais en 3e, en cours de physique. C'était le chapitre sur le système solaire. Je trouvais le cours absolument passionnant. Et en bas de mon livre, il y avait un petit encadré renvoyant vers le métier d'astrophysicien. Alors, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais j'avais envie de savoir, de découvrir ce métier. Alors, le soir, en rentrant chez moi, j'ai cherché sur Internet. Donc, si vous non plus, vous ne savez pas ce que c'est un ou une astrophysicienne, c'est quelqu'un qui étudie les objets qu'on trouve dans l'univers. Les planètes, les galaxies, les trous noirs, bref, tout ce qu'on peut trouver dans l'espace, en gros. Et moi, en lisant ça, c'est bon, j'étais conquise, c'est ça que je voulais faire plus tard. Donc après la 3e, je suis partie au lycée où j'ai passé un bac spécialité physique, et ensuite je suis allée à l'université pour faire une licence de physique, vous vous en doutez. Mais là, j'ai découvert une chose, c'est que la physique, ça n'existe pas vraiment, ou plutôt on devrait dire les physiques. Parce que la physique, elle se découpe en plusieurs branches, distinctes, dont chacune étudie une partie différente du monde qui nous entoure. Alors c'est vraiment chouette, hein, mais moi en découvrant ça, ça m'a un petit peu perdue. J'avoue que j'ai beaucoup changé d'avis vis-à-vis du domaine de la physique dans lequel je souhaitais me spécialiser. Et résultat, à la fin de ma licence, je ne savais plus du tout ce que je voulais faire. Bon, je savais que je voulais faire de la physique quand même, mais juste, je ne savais pas dans quelle branche m'orienter. Donc après ma licence, j'ai décidé de partir faire un master de physique générale. Et j'ai très bien fait, parce que cette année-là, j'ai découvert un domaine qui m'a passionnée et qui me passionne encore aujourd'hui. Ce domaine, c'est la physique des particules. Donc la physique des particules, c'est une branche de la physique qui étudie l'infiniment petit, c'est-à-dire les plus petits composants qui existent dans la matière. En fait, ils sont tellement petits qu'ils sont absolument partout. Que ce soit les étoiles, les océans, votre chat, même l'eau que vous buvez ou votre téléphone, chaque cellule de votre corps, la liste est très très longue en fait, parce que si on zoome suffisamment, il n'y a plus aucune différence entre toutes ces choses. Vous êtes votre chat, à cette échelle. En fait, toutes ces choses, elles sont identiques parce qu'elles sont faites des mêmes composants élémentaires, que l'on appelle les électrons et les quarks. Alors je ne sais pas vous, mais moi, en entendant ça, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai donc décidé de me spécialiser dans ce domaine, et aujourd'hui, me voilà ici, en thèse, au laboratoire Le Prince Ringuet, pour devenir chercheuse en physique des particules. Et ce que j'étudie plus précisément pendant ma thèse, c'est comment est-ce que les quarks, donc ces particules qui composent absolument tout, tiennent ensemble. C'est une question qui peut paraître assez simple, basique peut-être, mais en fait, elle est absolument cruciale. Parce que si les quarks n'étaient pas solidement liés ensemble, le monde n'existerait tout simplement pas. Bon, j'exagère peut-être un peu, c'est vrai, mais en tout cas, le monde n'existerait probablement pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais alors, comment on fait pour étudier ces particules? Bon, pas avec une loupe, comme vous pouvez le voir là, parce qu'elles sont beaucoup trop petites. En fait, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc à la place, on utilise ces grosses machines-là. Ce que vous voyez, c'est un collisionneur de particules. À l'intérieur, la matière, c'est un peu comme une piñata. On l'explose pour voir tout ce qui est caché dedans. Et ce qui est caché dedans, ce sont des particules. Et c'est là que moi j'interviens. Mon travail, c'est d'analyser ces particules. Et mon outil absolument indispensable au quotidien pour faire ça, c'est mon ordinateur. Grâce à mon ordinateur, je peux récupérer mes données expérimentales, les sélectionner et finalement trouver le bon angle sous lequel les regarder pour pouvoir extraire les informations qui m'intéressent. Donc si vous ne le saviez pas déjà, pour faire de la science, en fait, on n'a pas forcément besoin de mettre une blouse blanche ou même d'écrire des équations très compliquées. Il y a plein de façons différentes de faire de la science. Moi, par exemple, je fais plutôt du code. Et ce qui compte surtout, c'est que vous trouviez celle qui vous plaît.
Quand vous regardez un instrument, est-ce que vous vous demandez parfois comment ça marche vraiment? Enfant, je me posais cette question sans cesse. J'observais des appareils et je me demandais qu'est-ce qui se cache derrière cette façade? Qu'est-ce qui fait vivre cette machine? Parmi tous ces objets, il y en avait un qui me fascinait le plus, la caméra. Un objet magique qui permet de capturer un instant et de le garder pour toujours. Je trouvais ça incroyable que, grâce à une petite lentille, on peut transformer la lumière venant d'un visage, d'un paysage, en une image immortelle. C'était peut-être ma première rencontre avec ce qui allait devenir ma passion, l'optique. Mais quand on est jeune, ce n'est pas si simple de décider des choses comme ça. Les cours de physique, les cours de mathématiques, ils paraissent souvent abstraits, loin des belles choses qui nous émerveillent. Parfois c'est difficile, on n'a pas les meilleures notes, parfois on ne comprend pas très bien et ça peut être décourageant. Mais il y a une chose qui reste malgré tout, c'est la curiosité, l'envie de comprendre, aller voir derrière le rideau. Et cette curiosité, c'est elle qui m'a guidée. Vous l'avez entendu, je ne suis pas d'origine française. Je viens d'un pays lointain et quand je suis arrivée en France, je ne parlais presque pas le français. Après le bac, je suis venue ici pour poursuivre mes études dans un parcours de physique et l'optique qui s'appelle Cursus Master en ingénierie. L'idée était de réunir les sciences fondamentales, comme la physique, avec son art concret, l'ingénierie optique. Et il y a une chose magnifique avec les sciences et l'ingénierie. Leur langue principale, ce sont les mathématiques et les instruments. Et ce langage, il est universel. Grâce à lui, j'ai pu avoir des progrès, j'ai pu échanger, travailler et rencontrer des gens venant du monde entier. Pendant 5 ans d'études à l'Université de Franche-Comté, j'ai découvert plein de domaines en optique. Optique ondulatoire, optique quantique, les lasers, les capteurs. Mais celui qui m'a le plus parlé, c'était l'imagerie. Je me suis sentie revenir à cette curiosité de départ, à cette question qui m'habitait enfant. Comment transformer la lumière en image pour comprendre ce qui nous échappe? Ce qui m'a emmenée à Paris, à l'Université Paris-Cité, où je me suis lancée dans un projet ambitieux de thèse. Développer un microscope capable d'imager les structures les plus fines dans les cellules, à l'échelle nanométrique. C'est ce qu'on appelle la microscopie super résolution. Concrètement, j'ai travaillé pendant 3 ans sur une grande table optique remplie de lasers, des miroirs, des lentilles, etc., pour réussir à observer ce qui était auparavant invisible. Aujourd'hui, à l'École Polytechnique, je suis chercheur en postdoctorat au laboratoire d'optique et biosciences, mais avec un nouveau défi. Imager non plus les petites structures, mais d'aller plus profondément dans des échantillons biologiques opaques et épais, comme des morceaux d'organes ou de cerveau. Car la lumière, quand elle traverse une telle matière complexe, elle se diffuse comme dans un brouillard. On a donc besoin d'inventer des astuces d'ingénierie pour pouvoir dépasser les limites imposées par la nature. Et ça, c'est un jeu d'intelligence et de créativité. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? C'est que votre propre voyage vous attend. Peut-être que ça commence par une passion simple ou par une curiosité d'enfant. Ensuite, il passera par des moments abstraits, difficiles, parfois ennuyeux. Mais si vous gardez cette curiosité vivante, vous retrouverez plus tard la beauté concrète des choses. Et cette fois, vous le comprendrez de l'intérieur.
Aujourd'hui, vous avez découvert 4 histoires différentes. La mienne, celle d'Élise, celle de Juliette et celle de Pavan. Comme vous l'avez pu entendre, la science est présente partout. Peut-être que maintenant vous vous demandez qu'est-ce qui me rend curieux? Qu'est-ce qui me rend curieuse? Peut-être que votre curiosité vous mènera vers les sciences ou peut-être vers d'autres chemins. Maintenant, nous sommes toutes là, prêtes à vous écouter, à répondre à vos questions et en attendant, on vous remercie.